Bon retour parmi nous. Nous sommes ici avec le lieutenant-colonel Daniel Davis, vétéran de combat à 4 reprises et animateur du très populaire podcast Daniel Davis Deep Dive. Vous êtes également, bien sûr, lauréat du prix Ridenhour pour la vérité, après avoir dénoncé la manière dont le commandement militaire a trompé le public au sujet de la guerre en Afghanistan. En ces temps où la demande de conformité augmente et où la censure s'insinue, j'apprécie vraiment votre contribution. Merci pour votre travail et bon retour parmi nous. C'est toujours un plaisir d'être ici, professeur. Merci. Nous voyons maintenant que les Européens ont soutenu que la manière de vaincre la Russie consistait à s'en prendre à son énergie. Au départ, cela signifiait des sanctions contre les entreprises énergétiques russes. Ensuite, ils ont décidé de se couper eux-mêmes des importations russes. Après cela, ils ont commencé à parler de porter la guerre sur le territoire russe. Nous avons vu des attaques contre les infrastructures énergétiques russes à l'intérieur du territoire russe et plus récemment, des attaques contre des navires civils russes, ces pétroliers et d'autres, en mer Noire. Et maintenant, nous apprenons qu'il y a également eu une attaque contre un pétrolier russe en Méditerranée, ce qui est assez éloigné de l'Ukraine. Il y a des rapports indiquant que les drones ont été lancés depuis la Grèce. Maintenant, Poutine dit qu'il va riposter contre les Ukrainiens. Je ne doute pas qu'il le fera. Mais en même temps, avec le financement, le renseignement, la planification militaire et les armes européennes, enfin, pas seulement l'Europe, tous les pays de l'OTAN, y compris les États-Unis, s'agit-il d'une attaque Europe-OTAN contre la Russie? Et pensez-vous que, à mesure que nous montons les échelons de l'escalade, cela pourrait mener à une confrontation plus directe entre la Russie et l'OTAN? Écoutez, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a, au sein de l'Alliance occidentale et du monde occidental en général, des gens qui veulent un conflit avec la Russie. Cela peut sembler absurde à première vue, car tout leur discours parle d'une paix juste et durable, et ainsi de suite. Mais ils veulent une paix juste et durable selon leurs propres termes et définitions. En l'imposant depuis une position d'infériorité et de faiblesse à la partie qui détient réellement la puissance militaire, la puissance économique, et ainsi de suite. C'est irrationnel. Donc lorsqu'ils disent d'un côté qu'ils cherchent un règlement négocié et une paix juste et durable, ils ne la veulent juste que du point de vue de leur propre camp. Il n'y a donc même pas la moindre réflexion, pas même la moindre considération d'une paix mutuellement juste et équitable. Et cela en dit long, car si l'on ne veut quelque chose que pour son propre camp et qu'on n'est même pas disposé à envisager celui de l'autre, on perpétue ce long processus qui dure depuis des décennies en Occident, où l'on ne reconnaît jamais à la Russie la moindre crédibilité, ni même la possibilité d'un environnement de sécurité quelconque. Je crois que vous en aviez d'ailleurs parlé la dernière fois que vous étiez dans mon émission, et j'avais trouvé l'analogie excellente. La compétition en matière de sécurité est quelque chose dans laquelle chaque pays doit s'engager, car chacun a ses propres exigences de sécurité nationale. Et si vous dites d'accord, votre camp n'a aucune exigence de sécurité valable, seul le nôtre en a, et qu'ensuite vous agissez en partant de ce principe, vous créez une situation où le conflit devient presque inévitable. C'est ce que nous faisons depuis le début. J'en parlais justement avec un collègue plus tôt dans la journée et je suis retourné lire certains textes que j'avais écrits avant le début de la guerre en février 2022, ainsi que d'autres rédigés tout au long de 2021, où j'avertissais qu'une guerre éclaterait si nous ignorions le point de vue russe dans toute cette affaire. Nous l'avons fait et la guerre a eu lieu. Et ensuite, bien sûr, quand on regarde les 4 années suivantes, on constate que nous avons continué à ignorer la position russe, en ne cherchant qu'un calcul et une fin de la guerre selon nos seuls termes, en ignorant la Russie.
Et la situation ne cesse d'empirer pour notre camp. Maintenant que j'y pense, nous sommes, si nous n'y sommes pas déjà, très proches de l'agonie ukrainienne en termes de capacité militaire, de capacité de l'État à faire la guerre, à la soutenir et à la mener. Je pense que nous approchons du point où tout sera complètement épuisé. Et au lieu de le reconnaître et de dire, tu sais, même si je déteste ça, il faut affronter la réalité et prendre des mesures appropriées et raisonnables pour limiter les dégâts supplémentaires. Au lieu de faire cela, nous en sommes toujours là où nous étions en 2021. Ignorer le côté russe et agir comme nous le voulons de notre côté. Et nous ne voulons pas de conséquences. Nous ne voulons pas qu'il y ait de réaction. Et donc, puisque la Russie a été, pour parler franchement, très réticente à réagir à beaucoup de choses, à de nombreuses situations que nous avons soit présentées comme des lignes rouges russes, soit que la Russie elle-même a qualifié de quasi-lignes rouges, nous n'avons pas observé de réaction forte de sa part sur un certain nombre de questions en dehors du théâtre de guerre ukrainien. Il existe cette idée qu'il n'y en aura jamais, que nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons à la Russie, sans qu'il y ait de réponse, que ce soit ces frappes à longue portée contre leurs infrastructures pétrolières, ou vous savez, l'opération dite toile d'araignée qui a eu lieu plus tôt cet été, en plein cœur de la Russie. Et ils se sont dit, d'accord, il ne s'est rien passé après ça. Alors essayons-en un autre. Je pense que maintenant que nous attaquons réellement ces navires civils, ce qui à presque n'importe quelle autre époque serait considéré comme un acte de piraterie ou un acte de guerre, cela ne semble pas nous déranger. Nous continuons simplement sur cette voie. Et maintenant, nous provoquons pratiquement Poutine pour qu'il réagisse. D'après ce que tu as dit, tu as vu aux informations qu'il promettait de se venger. Je soupçonne que Poutine ne va probablement pas mordre à l'hameçon, car je pense que certains en Occident veulent que cela s'étende. Ils essayent de pousser la Russie à agir en dehors de l'Ukraine pour pouvoir dire « Ah, je vous l'avais dit, l'article 5, c'est parti. Ensuite, nous allons entraîner cela dans la guerre. » Je pense qu'il y a des gens qui, de manière absurde, irrationnelle et dangereuse, veulent que cela se produise. Et je pense qu'ils essayent de pousser Poutine à le faire. Ce que je pense qu'il fera probablement, c'est frapper encore plus fort à Odessa. On pourrait voir une offensive contre eux. Je pense qu'il y aura davantage de frappes sur leurs infrastructures. Un œil pour œil. Vous touchez à notre navigation, nous toucherons à la vôtre. Et les Russes ont bien plus de capacité pour cela. Nous verrons donc comment il s'y prendra. Mais il ne restera pas sans rien faire. Je ne pense pas qu'il va tomber dans le piège cette fois. Mais cela montre simplement, à mon avis, la pourriture, et il n'y a pas de manière plus douce de le dire, dans la pensée occidentale, qui refuse de reconnaître que cette affaire est perdue, qu'on ne peut pas la gagner, qu'on ne peut pas la renverser. Cela a été brisé en 2023. Donc, il y a plus de 2 ans, nous avons perdu toute illusion de pouvoir, peut-être, renverser la situation sur le champ de bataille avec tous ces moyens, qu'il s'agisse des sanctions, du renseignement, de la formation, ou bien sûr de milliers de véhicules blindés, de millions de munitions de différents types, de missiles. Tout cela a complètement échoué à repousser la Russie, quelle qu'en soit la forme. Et depuis 2 ans, il n'y a eu qu'un mouvement vers l'ouest, certes lent, mais constant et significatif, avec des pertes massives du côté ukrainien, impossibles à compenser. Et nous voilà donc à ce moment où le président Trump souhaite parvenir à un règlement négocié. Les Russes restent ouverts à un règlement négocié, et les 2 seules parties qui s'y opposent sont l'Ukraine et l'Europe dans son ensemble. La question demeure, Trump restera-t-il en retrait à observer la situation se détériorer, ou interviendra-t-il enfin pour dire « Très bien, ça suffit ». Si vous voulez poursuivre cette folie
et cette démence qui pourrait déclencher une guerre avec la Russie, une guerre qui pourrait très facilement devenir nucléaire. Vous êtes seul. Nous ne participerons pas à cette stupidité. Je ne sais pas s'il fera cela ou non, Glenn, mais c'est probablement ce qu'il faudrait faire. Sinon, qui sait si cette affaire ne s'étendra pas au-delà des frontières de l'Ukraine. Oui, cette référence à une paix juste et durable est très étrange. Juste pour qui? C'est une bonne question. Tu as probablement vu le dernier discours de Zelensky, où il disait qu'il ne s'agissait pas simplement de forcer les Russes à faire des concessions et à conclure un accord, mais de s'assurer que la Russie ne puisse plus jamais recommencer. En somme, il parlait essentiellement de vaincre la Russie. Et maintenant, les Européens reprennent plus ou moins la même logique, qu'il devrait y avoir des garanties de sécurité pour l'Ukraine parce qu'elle est la victime, et aucune pour la Russie parce qu'elle est l'agresseur. C'est ainsi que fonctionne apparemment la sécurité internationale aujourd'hui. Mais encore une fois, ils disent cela alors qu'ils sont au bord de la défaite. Donc c'est assez extraordinaire à observer. Mais bien sûr, dans le monde réel, la Russie se rend compte qu'elle est en train de gagner. Pour être honnête, l'une de mes inquiétudes est qu'ils deviennent trop audacieux à mesure qu'ils gagnent et qu'ils aillent trop loin. Jusqu'à présent, cela ne semble pas être le cas, bien au contraire. La principale critique adressée à Poutine aujourd'hui, selon beaucoup à Moscou, est qu'il ne réagit pas de manière appropriée. Mais Poutine a maintenant réagi. Il a fait quelques commentaires sur les 3 petits cochons en Europe, et il a aussi déclaré, avant le Nouvel An, les Rochnik, qui sont désormais produits en série, seraient prêts au combat et entreraient en service. Comment voyez-vous cela? Pensez-vous qu'ils vont réellement commencer à utiliser les Rochnik, ou sont-ils encore seulement destinés à servir de moyen de dissuasion? Parce que, eh bien, nous ne sommes pas dissuadés. Donc, à un moment donné, vous savez, si nous considérons cela comme un bluff, et c'en est un, alors ça n'aura plus aucune valeur de fouave. Oui, je pense, laissez-moi d'abord parler des Rochnik, que la principale motivation et la logique de la Russie, d'un point de vue militaire, consiste à en produire le plus possible et non à les utiliser comme moyen de dissuasion. Ils ne vont pas servir de dissuasion. Il est clair qu'il n'y a rien que la Russie possède ou pourrait posséder, qui puisse dissuader l'Occident, car elle dispose déjà d'armes nucléaires tactiques, d'armes nucléaires stratégiques, d'une marine, d'une force aérienne et de grandes forces terrestres. Rien de tout cela ne nous a dissuadés. Donc, ajouter simplement une autre catégorie de missiles par-dessus les nombreuses qu'ils possèdent déjà, avec le Kinzhal et les autres hypersoniques, les bombes planantes désormais plus nombreuses et plus performantes, tout cela. Rien de tout cela n'est dissuasif, donc celui-ci ne le sera pas non plus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les Russes voudront s'assurer d'en avoir suffisamment pour pouvoir réellement s'en servir si nécessaire. Et je soupçonne qu'ils continueront à avancer lentement, car je pense qu'ils veulent continuer à constituer une quantité inconnue de stock de toutes ces catégories de missiles que je viens de mentionner. Le plus important, c'est le Rochnik, et aussi les missiles de défense aérienne pour leur propre système S-300, S-500 et ainsi de suite. Toutes les différentes catégories qu'ils possèdent. Ainsi, si la guerre finit par s'étendre et devient conventionnelle entre l'OTAN et la Russie, ils pourraient littéralement nous submerger dans tous les domaines clés. Vous avez peut-être vu ce reportage sur la BBC il y a 2 ou 3 semaines, peut-être même moins, affirmant que si le Royaume-Uni se retrouvait soudainement dans une guerre conventionnelle, il ne pourrait soutenir des opérations de combat de haut niveau que pendant quelques semaines. Et cela est symptomatique de tout l'Occident. Que l'on parle de la France, de l'Allemagne ou des États-Unis, nous faisons partie de cette même catégorie.
Nous ne sommes pas en situation de guerre. Nous n'avons pas la capacité de soutenir un combat. Nous pouvons lancer des attaques, effectuer des frappes de missiles, assurer une défense aérienne pour des cibles ponctuelles pendant certaines périodes. Mais nous ne pouvons pas maintenir cet effort dans la durée. Il me semble donc que l'une des raisons pour lesquelles la Russie adopte cette stratégie du « aller lentement en Ukraine », que nous tournons souvent en dérision, n'est pas qu'elle ne puisse pas aller plus vite, c'est qu'elle ne le veut pas. Mais elle veut maintenir la pression. On dirait qu'ils essayent de trouver un juste milieu, exercer une pression suffisante pour que le camp ukrainien n'ait pas le temps de reprendre son souffle ou de se réorganiser, mais pas au point d'obtenir une percée trop tôt. Je pense qu'ils veulent constituer des réserves dans ces systèmes d'armes clés afin que, dans l'éventualité d'une attaque contre l'OTAN plus tard, tout ce temps passé à avancer lentement porte ses fruits. Alors, prenons cette période de 2 ans dont Emmanuel Macron s'est moqué à propos de la Russie il y a seulement quelques mois. Pendant ce temps, la Russie a constitué des stocks. Le rythme auquel elle est censée produire, quelle que soit la catégorie que l'on examine, missiles Kinzhal, bombes planantes, obus d'artillerie et ainsi de suite, est bien supérieur à celui auquel elle les utilise. Évidemment, ils n'ont utilisé le Rochnik qu'une seule fois, mais pour tous les autres, la Portée et les Gerand 2, on peut les ajouter à la liste. Le rythme auquel ils les emploient est bien inférieur à celui auquel ils les produisent réellement. Donc, ils les accumulent quelque part, dans une certaine mesure. Pendant ce temps, sur cette même période, nos stocks se détériorent et diminuent, car notre capacité de production maximale, bien qu'améliorée par rapport à 2022, n'est toujours pas suffisante pour compenser l'utilisation réelle. Nous épuisons donc nos réserves. En cas de conflit ou d'affrontement entre l'OTAN et la Russie, ils pourraient soutenir un niveau de combat assez élevé pendant longtemps. Et une fois une partie de leur stock consommée, ils pourraient encore maintenir cet effort, car ils disposent déjà d'une capacité de production plus importante. Nous devrions alors passer en mode d'urgence, et cela prendrait tout de même 1 an ou 2, probablement plutôt 2 ou 3 dans certaines catégories. Même face à une menace existentielle, cela demande simplement du temps. Ainsi, nous nous affaiblissons, tandis qu'ils se renforcent au fil du temps. Je pense que Poutine n'est pas guidé par les émotions comme beaucoup d'entre nous en Occident, et qu'il se dit « Je vais simplement maintenir cet effort à un niveau constant. Nous allons gagner. » Dans son esprit, il n'existe aucune possibilité de défaite. Si jamais quelque chose tourne mal, ils peuvent dire « Très bien, c'est fini, nous allons submerger une zone donnée, même tactiquement, et tout balayer si nous le voulons. » Ils n'ont pas tenté cela depuis qu'ils sont repassés à l'offensive, après l'offensive ukrainienne de 2023. La Russie n'a lancé aucune grande opération nulle part. Elle a utilisé de petits effectifs et maintenu la pression, mais elle n'a même pas essayé de mener un mouvement d'envergure, pour ainsi dire. Ils le peuvent, et cela aurait un coût élevé au départ. Mais selon mon calcul, d'un point de vue militaire, s'ils décidaient de le faire, il ne serait pas très difficile de percer à certains points faibles, choisis le long de cette ligne de front de plus de 1000 km. Mais ils ont choisi de ne pas le faire jusqu'à présent, et j'estime que la raison en est qu'ils renforcent ses capacités tout en continuant à affaiblir l'OTAN dans le processus. Nous nous affaiblissons nous-mêmes en continuant ainsi. Par exemple, comme je crois que cela s'est produit plus tôt aujourd'hui, l'Union européenne a déclaré « D'accord, nous avons engagé 90 milliards de dollars pour permettre à l'Ukraine de fonctionner comme un État pendant les 2 prochaines années. » Nous ne savons toujours pas vraiment d'où vient cet argent.
Apparemment, ils n'ont pas encore approuvé la question de l'utilisation des avoirs russes gelés. Mais sinon, je ne sais pas où ils vont trouver l'argent. Ils vont devoir l'emprunter quelque part. Il ne tombe pas du ciel. Et maintenant, ils vont même affaiblir leur propre système économique, en plus de se sevrer complètement du pétrole russe, ce qui augmentera encore le coût même de l'activité économique. Ensuite, ils réduisent leur stock physique de systèmes de munitions essentiels. C'est insensé de faire tout cela alors qu'on voit la Russie devenir plus forte et plus grande dans toutes ces catégories. Ils ont encore des millions de personnes qu'ils pourraient mobiliser s'ils en avaient besoin, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, ce que nous faisons est irrationnel, Glenn. Et pourtant, nous en sommes là. Oui, je vois cela. Eh bien, en ce qui concerne le fait de ne pas être dissuadé, je pense que c'est assez évident. Non seulement l'invasion de Koursk, qui est déjà extraordinaire en soi, mais aussi le fait que les services de renseignement russes ont confirmé que ce sont les Britanniques qui ont mené l'attaque contre la dissuasion nucléaire de la Russie. Encore une fois, il est difficile de croire que cela soit réel. Mais nous sommes déjà allés si loin qu'il semble peu probable que quoi que ce soit puisse désormais dissuader l'Occident. Donc, non, il se peut, comme vous le suggérez, que ces armes soient destinées à un véritable combat si les pays occidentaux décident de participer à cette guerre. Écoutez, je peux simplement vous dire que si c'était moi, si j'avais cette capacité, et qui sait, je peux même pas spéculer sur le nombre de ces engins qu'ils peuvent avoir, mais il est assez évident que nous n'avons absolument aucune défense aérienne contre eux, car nous n'en avons déjà pas contre de nombreuses autres catégories. Mais nous n'en aurions certainement pas contre ces armes hypersoniques. Je veux dire, il y a un nombre limité d'endroits où nous avons des usines d'armes et de munitions en Occident. C'est de cela que je parle. Et nous, contrairement aux Russes et aux Ukrainiens, qui dispersent désormais tout leur matériel parce qu'ils ont appris, à travers la douleur des pertes, que si vous avez de grands stocks en un seul endroit, c'est une cible facile. Nous n'avons pas encore appris cela. Nous ne les avons pas encore dispersés. Je veux dire, si l'on remonte jusqu'à la guerre froide, nous avons toujours ces énormes stocks partout. On pourrait viser chacun d'eux car tout le monde sait où ils se trouvent. En peu de temps, disons 12 heures, on pourrait détruire systématiquement une grande partie de notre capacité industrielle, de nos réserves, même ce qu'il nous reste encore. On pourrait vraiment infliger de lourds dégâts, car beaucoup de ces dépôts de munitions datant de la guerre froide ont été conçus pour contrer la technologie de l'époque. Oreshnik semble aller bien au-delà de cela, et ces installations ne l'arrêteraient pas. Donc, beaucoup de ces choses que nous pensons être protégées ne le sont probablement pas. Et la Russie pourrait en frapper un grand nombre dès le départ, ce qui pourrait nous épuiser avant même que quoi que ce soit n'arrive sur la ligne de front en cas de guerre. Et bien sûr, si ça se produit, Glenn, la possibilité que quelqu'un, que ce soit le Royaume-Uni ou la France, utilise des armes nucléaires parce qu'il se voit perdre, est très élevée. La Russie en tiendrait sans aucun doute compte et essaierait de ne rien faire qui puisse provoquer un crépuscule nucléaire, car il est absolument certain qu'elle riposterait de la même manière. C'est le danger dans lequel nous nous trouvons actuellement et dont nous semblons ne pas avoir conscience au niveau du leadership en Occident. Je suppose que les Russes chercheraient à infliger un coup sanglant à un pays comme l'Allemagne, qui a pris la tête et qui n'est pas une puissance nucléaire. C'est probablement pour cette raison que les Britanniques et les Allemands préparent déjà ce genre d'accord de sécurité partagé. Mais je pense que tu as raison à propos du renforcement russe à l'arrière, car il y a eu de nombreux rapports sur toute cette nouvelle production en Russie qui ne part pas vers le front. Ils accumulent à l'arrière.
des véhicules blindés aux missiles. Ils les produisent en masse et les stockent. Oui, et c'est une très bonne explication. On me demande souvent pourquoi la Russie ne lancerait-elle pas simplement une frappe de décapitation ou quelque chose de ce genre. Mais c'est une bonne explication. L'hypothèse selon laquelle les Européens essaieraient d'une manière ou d'une autre de sauver la situation en intervenant. Et je vais vous dire, pour moi, cela montre une mentalité très aversive au risque du côté russe. Parce que voyez-vous, j'ai soutenu, en laissant de côté la question du bien et du mal, de la morale de l'Est ou de l'Ouest, de qui a raison ou tort, que d'un point de vue purement militaire, la Russie en avait la capacité. Elle aurait pu payer ce prix ailleurs et mettre fin à cette guerre bien plus tôt. Et elle aurait toujours couru le risque que l'Occident fasse la même chose. Nous avons déjà connu 4 années d'épuisement de nos stocks et de toutes les autres réserves dont nous disposons. Je pense qu'ils auraient beaucoup plus à gagner en mettant un terme plus rapide au conflit en Ukraine sur le plan militaire. Mais ils ne l'ont pas fait. À mon avis, ils ont choisi de ne pas le faire parce qu'ils sont réticents au risque. Mais ils restent prudents tout en augmentant leurs capacités, de sorte que, si cela se produit plus tard, ils auront bien moins d'inquiétude que nous de notre côté. En somme, tout dépend de ce que chacun veut faire. Du côté positif, cela montre que la Russie reste prudente face au risque, même si elle dispose d'un avantage de puissance. Elle ne l'a pas encore utilisé comme nous l'aurions probablement fait dans des circonstances similaires. Et c'est encourageant. Cela signifie qu'il est encore possible de parvenir à un règlement négocié, même à ce stade tardif. Que la partie russe est disposée depuis une position de force à accepter un accord négocié, laid et désagréable, mais non catastrophique pour notre camp, à condition que nous laissions cette possibilité se concrétiser. Je pense que de notre côté, l'objectif principal, je suppose, aurait été simplement que les Ukrainiens et les Russes s'épuisent mutuellement. Puis vers la fin, l'Occident aurait pu intervenir, poser le pied d'une manière ou d'une autre et y mettre un terme. C'est très cohérent avec la stratégie de l'équilibre offshore. Mais ce que nous voyons maintenant est très différent. Les Européens se sont épuisés militairement, économiquement et politiquement, comme on le constate avec ces gouvernements impopulaires. Les États-Unis, eux aussi, se retirent, prennent leur distance. Pendant ce temps, les Russes se constituent un arsenal puissant, clairement destiné à l'Europe s'ils devaient entrer en guerre avec la Russie. Il semble donc que les Russes veulent faire comprendre que si l'on intervient, ils frapperont fort. Ils s'assureront de disposer de missiles puissants. Ce ne sera pas une petite guerre de tranchées où l'on se contente de faire pencher la balance. Oui. Eh bien, écoute, Poutine a dit exactement ça, il y a 10 ou 12 jours. Exactement la même chose que tu viens de dire. Il a dit, nous ne voulons pas faire la guerre, mais si vous en déclenchez une, nous la combattrons, et nous pouvons le faire dès aujourd'hui. Et ensuite, il a parlé de toute cette opération militaire spéciale. Comme il l'a dit, c'est chirurgical. Nous avançons par petites étapes ici. Mais dans une grande guerre, nous ne nous retiendrions pas comme ça. Nous pourrions faire bien plus. Donc en gros, il a confirmé exactement ce que tu viens de dire. Eh bien, permettez-moi d'aborder ce que vous avez mentionné à propos d'Odessa, car c'est la région la plus susceptible d'être punie pour ce qui a été fait. Les attaques contre les navires civils russes. Évidemment, Odessa est la principale ville maritime ou côtière de l'Ukraine sur la mer Noire. Donc d'un point de vue stratégique, il est assez logique de riposter contre Odessa, c'est-à-dire contre ses ports. Mais nous avons vu ces dernières semaines que des ponts, des trains, des centres logistiques, des ports, des sites industriels, des installations énergétiques, tout cela sont détruits, surtout à Odessa.
En ce qui concerne une éventuelle solution à long terme pour les Russes, s'ils estiment que les Européens n'accepteront pas un nouveau statu quo et se battront à nouveau plus tard, il serait logique pour la Russie d'envisager sérieusement la conquête d'Odessa. Pensez-vous que nous allons dans cette direction? Sans aucun doute. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Je veux dire, j'ai vu beaucoup de commentaires russes dans des sources ouvertes, dans leurs médias, même ceux contrôlés par le gouvernement, et bien sûr sur Telegram et plusieurs autres plateformes, où l'on ressent beaucoup de colère à propos des attaques contre ces soi-disant pétroliers civils de la flotte fantôme. Ils disent « Très bien, vous voulez jouer à ça ? Alors nous allons tout arrêter et nous prendrons Odessa, c'est certain. » Or, les gens du côté russe parlent de prendre Odessa depuis longtemps, ainsi que Kharkiv au nord, et ainsi de suite. Si l'accord visant à ne prendre que les 4 oblasts n'est pas accepté, ils disent qu'ils iront probablement en chercher 4 autres en plus, ce qui inclurait à la fois Odessa et Kharkiv au nord. Donc cela existait déjà. Et quand on voit des provocations et des attaques répétées comme celle-ci, qui en viennent maintenant à attaquer littéralement et physiquement des navires civils de cette flotte, ce qui n'avait pas encore été fait jusqu'à présent, pourquoi, alors que nous essayons de mettre fin à cette guerre, cherchons-nous à l'aggraver? Même selon la définition occidentale de l'idée de Keir Starmer, d'une paix juste et durable, et tout ce qui s'y rattache, allons-nous vraiment accélérer et étendre notre implication vers un nouveau domaine de combat, alors que nous savons que cela risque de remettre Odessa dans la ligne de mire? Et comme vous venez de le dire, même au cours des dernières 12 heures, pendant la nuit, j'ai vu juste avant de venir dans votre émission, 3 autres ponts dans cette région ont été touchés, principalement par des drones et d'autres types de frappes. Il semble donc que d'un point de vue militaire, la Russie se prépare à créer des problèmes et des difficultés pour la partie ukrainienne, afin de déplacer des troupes et des approvisionnements, et ainsi de suite, à l'arrière. De cette manière, si quelque chose devait commencer sur le front, cela compliquerait leur capacité à concentrer des forces et des ressources le long de la nouvelle ligne de contact, potentiellement, si c'est bien là qu'ils se dirigent. Je ne sais pas où ils vont, car ils ont déjà frappé des cibles par le passé, sans que cela n'ait eu ce résultat. Mais cela se produit malgré tout, et c'est une explication possible de ce qu'ils prévoient de faire. Qui sait si c'est bien de cela que parle Vladimir Poutine? Il a déclaré plus tôt dans la journée, lors d'une sorte de séance de questions-réponses, que des choses plus importantes allaient arriver avant la fin de l'année. Il n'a pas précisé de quoi il s'agissait, mais on peut se demander, est-ce cela qu'il prévoit de faire avant la fin de l'année? Nous parlons de quelques jours à peine, donc nous n'aurons sans doute pas longtemps à attendre, je suppose. Eh bien, cela semble coïncider assez bien avec le fait que les Oreshniks passent à un rôle de combat avant le Nouvel An. Parce que, je veux dire, les Britanniques et les Français veulent évidemment Odessa, pas la prochaine, mais ils la veulent, soit dans l'OTAN, soit sous une forme quelconque d'accord de sécurité. Je veux dire, cette ville portuaire devrait être sous contrôle français et britannique. Donc je pense que, une fois qu'ils verront la Russie se diriger vers Odessa, la panique s'installera et ils pourraient faire quelque chose de stupide. Si je conseillais le Kremlin, je suggérerais de rendre les Oreshniks prêts au combat avant de marcher sur Odessa. Parce qu'à tout moment, à n'importe quel niveau, si l'Ukraine s'effondre, c'est là que les Européens pourraient faire quelque chose de fou. Exactement. Ou comme l'a dit Mark Rutte, nous devons nous préparer à la guerre avec la Russie. Ils ne disent jamais pourquoi. On suppose toujours que la Russie va envahir Paris ou quelque chose du genre. Mais je pense qu'en réalité, c'est pour cette raison qu'ils devraient se préparer à la guerre. C'est-à-dire que l'Europe y entrera, je pense, si elle ne le fait pas, vous voyez.
Eh bien, je veux dire, Mark Rutte l'a dit la semaine dernière. Kaja Kallas, je crois que c'était lundi de cette semaine, a de nouveau déclaré « Nous savons tous que si l'Ukraine tombe, nous serons les prochains, et ils continueront à avancer vers l'Ouest. » Le maréchal de l'air britannique, je crois aussi lundi, a dit « Nous devons nous préparer à une lutte générationnelle contre la Russie, et nos familles doivent être prêtes à se sacrifier et à combattre la Russie nommément. » Il a dit cela. Et bien sûr, vous savez, le général allemand de haut rang a déclaré il y a seulement quelques mois que nous devions nous préparer à la guerre contre la Russie. Les Français ont dit la même chose. Tous ces responsables ne cessent de le répéter. Et écoutez. Eh bien, l'un des grands problèmes que nous avons en Occident, c'est que nous ne voulons jamais qu'il y ait des conséquences à nos paroles ou à nos actes. Nous voulons être libres de dire et de faire tout ce que nous voulons, sans que cela n'entraîne de conséquences. Mais il y a des conséquences. Et lorsque tous ces hauts responsables, à travers l'ensemble de l'Alliance occidentale, continuent d'utiliser un langage aussi fortement provocateur, une guerre contre la Russie, sans même chercher à le dissimuler, une provocation directe, cela va avoir une conséquence. Surtout quand on voit les Allemands déployer maintenant une brigade de combat dans les pays baltes et parler de la possibilité d'en faire davantage. Cela va susciter une réaction. Et quand les Russes verront que vous passez réellement à l'action, en soutenant cette attaque contre la flotte, en soutenant ces frappes de longue portée en Russie, tout cela, je veux dire, à un moment donné, ils vont réagir. Nous ne savons simplement pas où cela se produira. Je soupçonne que la Russie fera tout son possible pour ne rien initier, mais il y a des limites à toutes ces actions provocatrices qui continuent de se produire. Nous verrons bien, je suppose. Je suis simplement inquiet à ce sujet, très inquiet, que tout le monde en sorte perdant. La Russie, l'Ukraine, l'Europe, tout le monde perdra s'il y a le moindre conflit, même s'il reste conventionnel. Et je prie Dieu pour que ce jour n'arrive jamais. Je suis tout à fait d'accord. C'est fou qu'on en soit arrivé là. Je me souviens du temps où les Allemands hésitaient à envoyer des casques à l'Ukraine, et maintenant ils sont à peu près revenus à leurs anciennes habitudes. Espérons que cette crise ne devienne pas incontrôlable avant le Nouvel An. D'ici là, passe de bonnes fêtes ou joyeux Noël. Comme tu l'as dit, je pense que le principal problème, c'est que nous avons vécu trop longtemps dans le moment unipolaire. C'était une époque où la guerre se déroulait loin d'ici et où toute erreur pouvait être absorbée. Notre langage n'avait pas de conséquences. Je pense que cela touche rapidement à sa fin, mais il nous faut une courbe d'apprentissage bien plus raide, car tout cela est un peu fou. Oui, c'est vrai. Eh bien, merci beaucoup, mes invités, et pareillement pour vous et votre famille.